Bonjour Julien Drey. Bonjour. Bonjour Julien Drey. Pour commencer, qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole du président Macron de demain soir ? J'aimerais bien qu'elle ressemble un peu à ce qu'a été l'intervention de la reine Elisabeth, c'est-à-dire prendre de la hauteur, de la dimension, recréer de l'espoir, parce que Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent ? Il y a eu beaucoup de flottements, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors bon, on est dans un moment où il faut éviter trop de polémiques inutiles et de règlements de compte. Maintenant, je vais vous dire une chose, puisque vous me posez la question, ce que j'attends. Je vais faire un souhait avec vous ce matin, cet après-midi plutôt, puisqu'on est en début d'après-midi. Et je voudrais que le président de la République lance une opération que j'appellerais vacances studieuses. Nous avons des centaines et des milliers de gosses qui sont aujourd'hui laissés un peu à eux-mêmes. Bon, nous avons certes des enseignants qui ont essayé de les accrocher à travers les cours par vidéo, mais nous savons que beaucoup ont décroché. Enfin, on a essayé, attendez Julien, on va essayer, on va préciser les choses. Les enseignants travaillent du matin au soir via notamment Internet, donnent des cours via Internet à leurs élèves, donc ils travaillent vraiment depuis le début de cette crise. Ah non, mais moi je ne mets pas en cause les enseignants, c'est pas la question qui est posée. Je dis simplement que ce que je voudrais, c'est ce que j'appelle les vacances studieuses, ça soit que du 15 juillet au 30 août, nous mettions en place un système qui permette de faire du soutien scolaire, du rattrapage scolaire, et aussi parce qu'il va y avoir beaucoup de parents qui vont être dans des situations difficiles parce qu'ils sont obligés de travailler, non pas de faire de la garderie, mais de s'occuper des enfants, et à travers l'école et l'institution scolaire. Et nous pourrions avoir des étudiants, des professeurs à la retraite, des professeurs peut-être volontaires, des gens qui ont du temps. Je prends mon exemple, moi je veux bien faire professeur pour des élèves tout l'été. On ferait ça le matin, de 9h à midi. L'après-midi, on pourrait faire des activités sportives, ludiques, avec les associations culturelles. Et nous aurions toute une génération, notamment qui va de grosso modo de 6 ans à 17 ans, qui profiterait de ces vacances pour ne pas perdre du temps et pour faire un vrai temps de formation intelligent. Je pense qu'on peut... Mais ça veut dire des formations qui auraient lieu dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, oui, dans les universités, les établissements scolaires, y compris les universités. Les universités, c'est autre chose. Je pense que les étudiants, ils ont la capacité par eux-mêmes de rattraper tout ça. Et au contraire, on pourrait susciter des vocations, c'est-à-dire demander à tous les étudiants qui veulent, moyennant une rémunération, une bourse, de venir s'occuper de tous ces jeunes. Vous savez, dans beaucoup d'écoles, les professeurs reconnaissent eux-mêmes qu'il y a 10 à 15%, des fois même plus, de la classe qui a quasiment disparu, parce qu'ils n'ont pas les tablettes, ils ne sont pas là, personne ne peut les forcer. Voilà. Donc, je pense que si on ne veut pas, au contraire, accentuer les inégalités, parce qu'on voit bien ce qui va se passer. Les gens qui ont un peu de sous, eh ben, ils vont payer ce qu'on appelle les systèmes de formation privée, les académias, les cours particuliers, puis tous les autres, ils ne pourront pas. Et en plus, nous avons, et j'ajoute, le fait que beaucoup de parents vont se retrouver dans une situation très difficile parce qu'on a pris je dirais, des jours de congé là pendant cette pandémie et qu'on va leur demander de les rattraper, malheureusement. Voilà, donc je pense qu'on peut avoir une très très grande chaîne de solidarité et je trouve que ça serait un grand message d'optimisme au sortir de cette pandémie, de cette crise, de montrer que toute la société se mobilise pour une génération, pour les jeunes, et que tout de suite, elle leur donne un coup de main. Je pense qu'on serait là, à ce moment-là, dans un moment utile. Et je pense que chacun a envie d'être utile. On est des centaines de milliers à tourner en rond. Et là, savoir qu'on va pouvoir aider des jeunes à rattraper des cours, on peut même rattraper des enfants qui sont en difficulté scolaire grâce à ce mois et demi auquel on consacrait du temps. Voilà. Donc, je pense que ça serait un beau geste. Alors, précisément... Allô ? Oui. Et précisément, comment ça peut se concevoir? Comment vous l'envisagez? Quel rôle pour les professeurs? Est-ce que ça veut dire que les professeurs, ils partent en vacances? Non, les professeurs, Il y a des professeurs qui sont pas forcément en vacances, qui restent chez eux, qui peuvent être des coordinateurs. Ça, c'est au volontariat que ça se fait. On peut d'ailleurs considérer que les professeurs qui feront cet acte de volontariat aient une prime liée à ces vacances studieuses, mais c'est pas une obligation et c'est pas les professeurs. Justement, c'est une chaîne de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a plein de profs qui sont à la retraite, il y en a beaucoup, qui tourneront en ce moment. Moi, je vois bien sur Internet, qui s'échangent, etc. Il y a beaucoup de jeunes étudiants, il y a beaucoup d'associations de quartier qui sont là. Donc, on peut, avec les régions, avec les départements, avec les communes, on peut mettre en place un dispositif de mobilisation générale pour faire qu'il y ait ces vacances studieuses et qu'aucun gosse ne soit laissé à lui-même pendant ces vacances et qu'au contraire, on mette ce temps à profit pour faire du rattrapage, du soutien, pour même, y compris peut-être même ouvrir à des choses nouvelles qu'ils n'ont pas vues jusqu'à maintenant à l'école. Et qui paye? Parce qu'il faut bien rémunérer les gens qui donnent ces cours. Qui paye?
Écoutez, au point où on en est, c'est pas des masses financières qui sont considérables. Je veux dire, on a aujourd'hui les collectivités locales qui peuvent et les régions qui peuvent. Il y a beaucoup d'argent, par exemple, qui n'est pas utilisé en ce moment par les collectivités locales. Eh bien, ce serait moyen, y compris de redynamiser le tissu associatif qui est en panne. Et justement, au travers des subventions qu'on lui donnerait, il pourrait retrouver une place dans ce cas. Je pense notamment à tout le tissu associatif culturel et qui est aujourd'hui dans une situation très grave. Alors, il y a la crise sanitaire et il y a aussi, puisque c'est un peu lié à ce que vous dites concernant les écoles et l'éducation nationale, il y a aussi ces conséquences. J'insiste, si vous permettez, je lance cette idée-là ce matin, cet après-midi plutôt avec vous. Je pense que il faut faire attention. C'est quelque chose qui ne peut pas s'improviser parce que vous avez vu qu'il y a une infrastructure à construire et donc il faut aller vite parce que le temps de mobiliser tout le monde, de réfléchir à comment on va utiliser les établissements scolaires, comment on va les entretenir, comment on va, y compris, non pas forcément rouvrir les cantines scolaires, mais trouver des situations où on peut donner à manger aux enfants qui restent, c'est très important. Mais moi, je peux vous dire que j'ai des centaines de parents qui sont très inquiets sur la manière dont ils vont pouvoir gérer leurs vacances parce qu'ils aimeraient bien qu'on les aide aussi. Et que c'est une manière aussi d'aider les familles dans cette situation très difficile que nous traversons tous. Est-ce que si le gouvernement considère que votre idée est intéressante, vous pourriez peut-être vous occuper de ce dont vous parlez? Ça serait possible ou pas? Écoutez-moi, je suis candidat à rien personnellement. Je cherche pas à faire de la publicité sur comme ça. Mais j'ai été un prof. Pas longtemps, parce qu'après j'ai été un responsable politique, mais je suis comme tout le monde, je suis mobilisable et je considère que dans une crise comme ça, il y a le débat politique, il y a après la question que chacun doit se poser, comment être utile à mon pays et aux autres. C'est même une interrogation majeure qu'on doit tous se poser. Et on va demander des efforts, parce qu'on sait qu'il y aura des efforts à fournir à tout le monde. C'est une situation où tout le monde doit être solidaire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'anciens, notamment comme moi, qui se disent voilà, au moins je pourrais aider les gosses. Et je trouve que c'est un très beau message au sortir de cette crise de dire on pense tout de suite à l'avenir, on pense tout de suite à nos enfants. Alors on va demander des efforts, justement. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, il a demandé hier dans le Figaro, il a expliqué hier dans le Figaro qu'il fallait reproduire de la richesse en masse pour tenter d'effacer dès 2021, et c'est lui qui parle des pertes de croissance de 2020, et Geoffroy Roux de Bézieux, qu'il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés au moment de la reprise. Est-ce que ça fait partie des efforts que les Français pourraient faire pour relancer le pays? Non, mais je vois bien la tentation de certains qui est de dire retroussons les manches et voilà, c'est encore toujours les mêmes qui sont en première ligne. Et ceux qui sont en première ligne à qui on va demander encore un effort supplémentaire. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Et je pense que si on commence à dire on va en profiter au sortir de cette crise pour remettre en cause tous les accords sociaux et tout ce qui a été obtenu pendant des années, ce sera pas sérieux. D'autant que je vous signale que beaucoup de ceux qui profitent de ces accords sociaux sont aujourd'hui en première ligne, les premiers tranchés, comme on pourrait dire. Et si on leur dit non seulement en ce moment, vous allez avec la peur au ventre au travail pour faire fonctionner la société. Mais en plus, on vous dit tout de suite, au sortir de ça, vous allez travailler encore plus, il y aura plus de vacances, il y aura plus de 35 heures, etc. Si on veut créer les conditions d'une révolte, d'une immense révolte populaire, on n'a qu'à s'y prendre comme ça. D'autant que je signale à monsieur le grand patron que si on veut faire que tout le monde travaille, eh bien, il y a des millions de chômeurs. Il y a des millions de chômeurs. Donc, plutôt que de demander à ceux qui travaillent de travailler encore plus, peut-être qu'on pourrait embaucher. Et là, évidemment, la question de ce que je pourrais appeler des ateliers nationaux, c'est-à-dire la possibilité de faire qu'un certain nombre de chômeurs soient aujourd'hui au service de la collectivité, on le voit bien. J'ai fait cette proposition sur les vacances studieuses, on peut en avoir des gens qui viennent nous aider, et bien ça serait la position intelligente. D'autant que la question qui va être posée, c'est quand même qu'on va donner beaucoup d'argent pour soutenir l'activité économique. Donc ceux qui sont, je dirais, des décideurs, ils doivent utiliser cet argent dans l'intérêt de la collectivité, pas dans leurs intérêts propres. Alors, Emmanuel Macron, il va donc parler demain soir, il doit parler de déconfinement. Comment et quand vous l'envisagez, Julien Dray? Et pour être précis, est-ce que cela vous choquerait que le confinement soit prolongé jusqu'à la mi-mai, voire jusqu'à la fin du mois de mai? Écoutez, je pense que nous sommes tous ceux qui sont confinés, qui ont, d'un certain point de vue, à la fois, c'est dur à vivre, mais en même temps, c'est une forme de privilège, parce qu'ils sont pas obligés tous les matins de se lever en se demandant ce qui va leur arriver et s'ils vont pas rencontrer le microbe dans leur circuit ou dans leur travail. Je pense que personne ne trouve ça plaisant. Je veux dire, peut-être qu'au début, tout le monde s'est dit, tiens, je vais mettre un peu d'ordre chez moi, je vais ranger mes affaires, etc. Mais on voit bien comment ça pèse, et ça pèse sur nous tous, psychologiquement. Donc, plus vite on sort de cet isolement,
et de ce confinement, mieux ça vaut. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi. On sait tous, malheureusement, c'est que comme on n'a pas bien maîtrisé, c'est le moins qu'on puisse dire, cette épidémie au départ, comme on a peut-être même eu des mauvaises informations, je pense notamment à la manière dont la Chine a transmis ces informations et à la manière dont l'OMS n'a pas assez alerté dès le départ, eh bien, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas dire aux gens, sortez de chez vous et puis tout recommence comme avant, parce que sinon on risque une rechute qui sera encore plus terrible. Tous les responsables sanitaires le disent. Donc il faut, ça c'est de la responsabilité du président de la République, il faut le faire intelligemment. Et pour le faire intelligemment, on voit bien que la méthode, ça va être de tester massivement, de faire que le masque soit porté. Alors qu'on arrête cette polémique stupide entre il faut porter le masque, c'est utile, c'est pas utile. C'est-à-dire, tous les pays asiatiques qui sont habitués à ces pandémies portent le masque. Alors il faut porter le masque. On ne sait pas bien si c'est totalement utile, mais en tous les cas, ça coûte rien de le porter et c'est plutôt prudent. Voilà. Et évidemment, il faut aussi ne pas remettre ceux qui sont malades en contact de ceux qui ne sont pas malades. Ça veut dire qu'il faut ouvrir. Mais alors justement, j'ai appelé ça des hôtels thérapeutiques, on peut appeler des lieux de surveillance, etc. Mais moi, j'aime pas le terme surveillance. Il faut justement bien s'occuper des malades. Et bien s'occuper des malades, c'est pas les laisser enfermés chez eux avec leur famille. Et alors, dans la perspective du déconfinement, est-ce que vous êtes favorable à la méthode du tracking, Julien Dray ? Je suis réticent à cette méthode-là. Je ne vais pas dire que je m'y oppose, mais on voit bien les problèmes de liberté publique qui sont posés. Et on voit bien que dans la crise dans laquelle on est, il y a une tentative de surveillance générale qui peut devenir Big Brother, si vous me permettez cette expression, en faisant référence au livre de George Orwell de 1984. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire si on nous démontre l'utilité réelle de ce système, et alors il faudra mettre des garanties d'abord sur la durée. C'est pas un système qui peut durer longtemps, c'est un système qui doit être contrôlé par des autorités indépendantes. Le Conseil constitutionnel doit faire très attention parce que vous voyez bien le danger, c'est-à-dire qu'avec cette histoire, on va accéder à toutes vos données. Déjà, c'est énorme ce qui se passe avec l'utilisation de nos données. Il ne faudrait pas qu'on devienne maintenant les sujets des grands groupes du numérique et aussi des États. Donc je n'ai pas une hostilité a priori parce que je pense qu'il faut être conscient de la lutte et des obligations que ça donne, mais je dis c'est un objet dont il faut me démontrer véritablement l'utilité, la pertinence, indépendamment de la volonté des gouvernements de tout contrôler. Alors, Éric Ciotti, qui était l'invité de la première partie du forum, juste avant vous, accuse le pouvoir d'avoir laissé mourir les vieux dans les EHPAD. Est-ce que vous faites la même analyse que lui ? Est-ce que vous considérez qu'il a raison ou est-ce que vous considérez qu'il va trop loin ? Écoutez, pour l'instant, vous voyez bien, moi, je l'ai pointé déjà au début de cette crise, à plusieurs reprises, en prenant la parole, disons, les problèmes que je voyais se soulever. Je pense notamment au débat qu'il y a eu sur l'hydrochloroquine, je pense à la question du port des masques, je pense au retard qu'on a pris avec le maintien de cette élection municipale. Moi, j'étais pour le report, je l'avais dit publiquement, je m'étais même fait engueuler par un certain nombre de mes amis. Mais bon... Voilà, parce que le Parti socialiste n'était pas forcément pour le report, la droite n'était pas pour le report, et donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'accuser le pouvoir de les avoir maintenus. L'heure n'est pas aux polémiques, au règlement de compte, etc. Le Parti socialiste, il n'a pas été consulté comme il fallait à ce moment-là. Moi, personnellement, à titre personnel, je l'avais dit depuis 3 semaines, vous pouvez vérifier sur les bandes sonores, les émissions de télévision. Mais à l'époque, tout le monde se foutait de moi, pour être honnête. Bon, et je n'en tire aucune gloire, et je ne suis pas là en train de dire j'avais raison, etc. C'est pas le problème qui est posé aujourd'hui. Je pense simplement qu'il faut maintenant essayer de ne pas faire des polémiques pour des polémiques. D'abord, je pense à tous les gens qui souffrent, qui sont dans l'attente de nouvelles, qui ont des anciens qui sont en difficulté. Donc, c'est pas forcément, je dirais, très utile d'aller ouvrir des polémiques inutiles. Il faudra faire le bilan de ce qui s'est passé dans les EHPAD, et c'est clair qu'il y a eu un retard. Je signale au passage quand même que les EHPAD sont surtout des structures privées, et que donc ça dépend aussi des managers et des directeurs des EHPAD. Maintenant, c'est vrai que il y a eu, c'est mon sentiment, il y a eu un retard au départ de 3 à 4 semaines dans la prise de conscience public de ce que c'était que ce virus et les dangers qu'il reprenait. Et vous savez, je l'ai déjà dit... Public, attendez, on précise des choses, je viendrai, public et scientifique aussi. Hein. Public et scientifique. Oui, non, personne ne savait au départ ce qu'était ce virus. Hein. Mais c'est pour ça que je fais attention de ne pas faire des procès inutiles. Je pense notamment que l'erreur qui a été commise, si je peux me permettre cette remarque, qui est facile puisque moi je suis sur le bord du chemin. Pour l'instant, je ne suis pas acteur premier. Mais mon sentiment, c'est d'avoir surévalué la pensée scientifique et la parole scientifique.
la politique et la science, c'est pas des choses qui sont les mêmes. La politique, c'est l'art d'anticiper, les crises, c'est l'art de préparer un pays, c'est l'art de conduire un pays. Et donc, on peut et on doit solliciter les avis médicaux, on peut pas décider tout seul, mais on ne doit pas s'en remettre à eux, d'autant qu'on a vu qu'il y a eu énormément de flottement dans l'analyse, et on voit bien, on n'a qu'à écouter la télévision, les différents intervenants, il y en a parfois un peu trop d'ailleurs, dont on ne sait pas bien si il ne faudrait pas mieux quand même aussi de relativiser un peu leurs paroles eux-mêmes. Bon, toujours est-il qu'il y a visiblement un comité scientifique qui est quand même sur le fond, dont on ne sait même pas bien comment il délibère, mais où le pouvoir politique a trop attendu par rapport ou trop attendu de ce conseil scientifique. Et c'est en ce sens-là qu'il y a eu, d'après moi, un retard d'anticipation qui fait que on court après le temps et qu'on a toujours l'impression qu'on est une bataille en retard. Voilà. Alors, un état des lieux, un état de fait, une séquence qui pousse un certain nombre de collectifs de médecins notamment, de Français, de citoyens, à déposer des plaintes contre le gouvernement, à savoir Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn, accusés de négligence des plaintes déposées devant la Cour de justice de la République. Est-ce que ces plaintes sont légitimes, et je viendrai? Moi, je pense que les citoyens sont libres, mais il y a un temps pour tout. Pour l'instant, la bataille, c'est la bataille contre le virus, c'est la bataille contre la pandémie. La bataille, c'est pour essayer d'éviter beaucoup de souffrance à nos concitoyennes et nos concitoyens. Après, il y aura le temps des explications, il y aura le temps du débat politique et le débat juridique, et les choses devront être posées. C'est clair qu'il va falloir analyser tout ce qui s'est passé. Je fais attention à pas aller trop vite dans le débat, à désigner tel ou tel individu comme tête à claque, responsable de tout. Je pense, moi, justement, que le problème, c'est pas aujourd'hui tel ou tel individu. C'est un pays qui a vécu l'application des politiques néolibérales dans une confiance totale dans l'avenir. Et puis tout d'un coup, cette pandémie, elle révèle une crise systémique, la fragilité de ce système, et parfois même l'inutilité d'un certain nombre de choses que nous faisons. Et elle révèle surtout quelque chose qu'on avait voulu oublier, c'est que la mort, elle est présente partout, et que ce système, il peut aussi s'effondrer. Ce qu'on croyait impossible, on était bourré de certitudes. Donc, c'est une crise systémique. C'est pas simplement une crise pandémique. Il faudra une nouvelle société. Il faudra construire une nouvelle société. Donc, attention de ne pas trouver quelques boucs émissaires qui deviendraient les responsables de tout et de passer à côté de cette énorme alerte qui est adressée à la planète. Et sur lequel une crise systémique, une crise du capitalisme ou une crise de l'Union européenne? Oui, c'est une crise systémique parce que c'est une crise d'un mode de production et d'un mode de consommation. D'ailleurs, regardez, faites une analyse sur vous-même, de vous-même plutôt, et de votre propre comportement. Vous êtes en train d'aller à l'essentiel, vous êtes en train d'abandonner un certain nombre de choses dont vous dites, mais finalement, à quoi elles servaient? Faites l'inventaire de vos propres armoires, de vos propres garde-manger, voilà. Vous revenez à des choses essentielles et vous vous rendez compte de la futilité d'un certain nombre de choses, ou plus exactement, vous vous rendez compte du conditionnement dans lequel on vous a mis pour faire des choses qui sont finalement pas très importantes et dont on pourrait se passer, et donc qui finalement ce serait une manière de protéger la planète. Je trouve par exemple que les propositions qui sont faites par l'Assemblée citoyenne qu'a mis en place Emmanuel Macron, j'ai lu les extraits de leurs propositions il y a 48 heures, on voit des directions nouvelles. C'est donc toute une nouvelle société qu'il va falloir construire. Cette nouvelle société, elle implique une nouvelle organisation de la production avec une règle désormais qui doit être une règle intangible, contrôlée par l'État, c'est-à-dire qu'on ne dégrade plus la planète. Et donc la question de la protection de la planète, la question de la protection de notre écosystème doit devenir la règle intangible de notre mode de production. On ne peut pas faire en disant on verra plus tard, on rattrapera plus tard. Hein. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça implique d'autres modes de consommation, d'autres rapports aux autres aussi, parce qu'on voit bien que dans ce moment particulier, il y a des très mauvais comportements, mais il y a quand même une recherche de la solidarité, de s'occuper des autres, qui est effectivement la meilleure chose de l'humanité, le meilleur de l'humanité. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer désormais. C'est-à-dire qu'il faut plus de justice. Et il ne faut pas que des grands groupes ou des entreprises ce que vous voulez, en profitent. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est que de sortir de cette crise, les riches sont encore plus riches. Et notamment, je ne parle pas des individus, mais je pense à toute une série de gens qui sont en train d'entreprises sont en train d'essayer de passer à travers les mailles du filet. Et ce n'est pas les petites entreprises, ce n'est pas les moyennes entreprises. Donc vous pensez notamment à Amazon peut-être? Oui. Je pense d'abord aux groupes bancaires. Et là-dessus, je vous le dis tout de suite, il faut arrêter de donner de l'argent aux banques et laisser les banques juger de l'utilité de l'argent qu'on leur a donné. Il faut rompre avec ça. On appelle ça, ce qu'il faut mettre en place, c'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire on distribue de l'argent
directement aux gens. Parce que la question qui va être posée au sortir de ce confinement, ça va être le soutien au pouvoir d'achat des ménages. C'est ce qu'on appelle le soutien à la demande. Et il y a une perte, évidemment, d'argent considérable, parce que malgré tout, il y a eu certes le chômage partiel, etc., mais on sent bien qu'il va y avoir de grandes hésitations. Donc il faut tout de suite qu'il y ait une masse financière très forte qui soit mise à la disposition des ménages, des petites et des moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises pour subvenir au choc que va représenter l'absence de production et donc de trésorerie presque dans les semaines à venir. Et pour les ménages, la possibilité de continuer à consommer. Donc il faut arrêter de dire on va confier aux banques et puis elles verront, parce que tous les échos que j'ai, c'est que les banques, elles prennent l'argent et puis elles commencent à mettre des conditions telles que ça devient impossible. Voilà. Donc il faut aller directement. Voilà. Et oui, je prends directement un exemple. Vers le ménage. Je prends un autre exemple. Les assurances. Est-ce que c'est normal que les assurances continuent à toucher les primes d'assurance alors que les voitures ne roulent plus, alors que tout le monde est à la maison, il s'occupe correctement, etc., et ne participent pas de cet effort de solidarité? Je pense par exemple aux grands bailleurs sociaux qui continuent à toucher les loyers comme si de rien n'était, alors qu'ils ont de la trésorerie et qui peuvent assumer pour certains d'entre eux le fait que pendant 3 mois, eh bien, on fasse l'impasse sur les loyers. Donc voilà, c'est tous ces gens-là qui doivent être mis devant leurs responsabilités. Et là, le rôle de l'État est très important. Vous voyez, donc c'est bien vers une nouvelle société qu'il faut aller. Alors, dernière question, Julien Drey. Vous dites, on voit dans cette crise le meilleur de l'humanité, on voit aussi le pire. Le pire, notamment, avec, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, des campagnes antisémites qui ont visé Agnès Buzyn, son mari, Monsieur Lévy, et puis un certain nombre de médecins. Et c'est Alain Soral qui parlait, je le cite, de la liste de Schindler. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'antisémitisme de retour à travers cette crise du coronavirus? Écoutez, le dégoût. Les gens qui pratiquent l'antisémitisme ne disparaissent pas avec cette crise. Malheureusement, ils essayent d'en profiter. C'est honteux. Ça doit être d'ailleurs condamné. Ça doit être dénoncé. Mais si vous voulez, j'ai regardé ce qui se passait sur la toile. J'ai regardé autour de moi. La majorité des gens, et c'est un bien pour la société française, n'acceptent pas ce type de campagne, ce type de persécution, de désignation de bouc émissaire. Et voilà. Alors évidemment, on a des trucs qui rappellent des temps un peu glorieux pour la société française. La délation, la volonté d'avoir peur de son voisin. Et c'est pour ça qu'il faut, évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cette nouvelle société qu'il faut construire, elle doit avoir pour leitmotiv le fait de s'occuper des autres, de prendre en considération les autres, parce qu'on découvre que nous sommes tous des animaux sociaux et que nous avons besoin des autres et de les respecter et de les considérer. Merci en tout cas, Julien, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.